organisée par la France Insoumise, je sur ce plateau, comme ça pendant toute la soirée. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent par ça? De la France Insoumise, j'appelle maintenant Alexis Corbière. Merci de nous donner cette énergie et cette conviction que ce que nous disons à l'Assemblée nationale est juste, car il ne s'agit pas seulement de déclarations politiques pertinentes, mais que nous avons la conviction, une fois de plus, que nous sommes majoritaires dans ce que nous disons dans le pays, et qu'il n'y a pas de majorité politique pour casser le code du travail, tel que ce gouvernement veut le mettre en place. La fierté que nous avons à être un groupe de la France Insoumise. Je remercie la France Insoumise de donner la parole aux militants CGT du groupe PSA, notamment de l'usine de Peugeot-Poissy. Alors, dans le groupe PSA, en ce moment, il y a des attaques sans précédent contre les militants CGT. Contre les militants CGT de tout le groupe PSA. Ce dont vous êtes les témoins ce soir, qui est si important, bien sûr, pour nous, les parlementaires du groupe La France Insoumise, qui menons une bataille, au fond, bien plus confortable que celle que mènent nos camarades que nous avons entendus il y a un instant. Cet événement, c'est notre rencontre. C'est une pratique à laquelle, dorénavant, il faudra qu'on s'habitue. Nous sommes, le groupe La France Insoumise, fiers d'être appelés tribun du peuple. Comme au premier jour de la première République dans l'Antiquité, nous voulons représenter la masse immense de ceux qui produisent absolument toutes les richesses et sans lesquelles il n'y a aucune société organisée possible, le monde du travail. C'est une circonstance exceptionnelle, pas seulement parce que nous voulons créer ce type de relation entre nous, qui sommes vos tribuns, femmes et hommes, dans l'hémicycle, avec vous autres qui êtes la pointe avancée de nos mandants, ceux qui ont voté pour élire de tels députés. C'est un événement parce que, en commençant cette pratique, nous commençons un système d'alerte et de mise en mouvement populaire dont j'espère qu'il ira s'étendant. Notre devoir à cet instant, nous tous, ici les gens, c'est de nous préparer à instruire et à informer autour de nous chacune et chacun de ceux qui ont à savoir que le code du travail, c'est-à-dire les droits particuliers qui ont été acquis par le salariat au cours d'un siècle de lutte, tout cela est remis en cause. Et cela est fait de manière habile, c'est-à-dire d'un seul coup, comme si ce n'était rien qu'un détail, au début de l'été, à toute vitesse, pour que personne ne puisse se rendre compte de ce qui est en train de se pratiquer, et enveloppé dans une langue traîtresse et mensongère qui appelle lutter contre le chômage, la flexibilisation, avec des maximes abominables du genre faciliter les licenciements pour permettre l'embauche. Et combien de phrases de cette sorte. Votre rôle, mes amis, à partir de ce soir, est d'informer autour de vous, car si les syndicats ouvriers et salariés font leur travail, nous tous aussi, nous avons notre travail à faire auprès de ceux qui ne sont plus organisés dans l'entreprise, soit parce qu'ils sont à la retraite, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils font des études et qui ont partie liée directe à la bataille qui est en cours. Je veux maintenant vous en montrer l'ampleur. Écoutez bien, car souvent, ce sont des choses qui sont très techniques et on a du mal à les retenir. Nous avons dit que c'est un coup d'État social.
Pourquoi un coup d'État social? Parce que l'ordre public social va être totalement renversé après-demain soir, une fois que sera intervenu le vote sur les ordonnances. Pourquoi sera-t-il inversé? Dans d'autres pays, comme résultat des luttes de décennies des salariés, il y a la loi qui proclame des protections. Et ensuite, il est possible que dans l'application de la loi, au niveau d'une branche, le bâtiment, la restauration, vous comprenez, que dans une branche, un accord soit conclu qui est différent de la loi. Ou bien, écoutez, ou bien que dans une entreprise, il est possible qu'un accord soit différent de la loi. Mais il y a une condition. Cette condition, c'est que l'accord dans l'entreprise ou l'accord dans la branche doit être meilleur que le contenu de la loi. C'est-à-dire, c'est ce que l'on appelle le principe de faveur. C'est ce que j'essaye de vous expliquer, il faudra le répéter aux autres. Donc vous comprenez, vous êtes protégés par la loi qui est la même pour tous et pour toutes. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, petite, moyenne ou grande, la loi est la même. À partir de ce texte, seul prévaudra en toutes circonstances l'accord dans l'entreprise. Évidemment, pas pour qu'il soit meilleur que la loi, parce que sinon, c'était pas la peine de tout changer, puisque ça existait déjà. Donc on pouvait déjà négocier dans l'entreprise. Ils sont là à faire des gargarismes tous les jours, en disant que c'est pour être plus près du terrain, mais on y était déjà près du terrain. C'est donc pour permettre que l'accord d'entreprise soit plus mauvais que la loi. C'est uniquement pour cela qu'ils font cette règle et cette ordonnance. Ils disent alors, la loi sera résumée à quelques principes généraux. Mais nous ne le voulons pas, nous voulons qu'elle soit précise pour protéger tout le monde. Ainsi, ils ont créé le principe de défaveur. Vous le comprenez? Ce qui était la particularité de la lutte de classe en France et du résultat de l'action ouvrière, syndicale et des grandes conquêtes, d'abord du début du siècle, lorsqu'a été créé le Code du travail, puis de 1936, puis de la Libération, puis de mai 1968, puis de mai 1981, tout cela, d'un trait de plume, sera supprimé dès lors qu'il sera possible de décider dans une entreprise, dans le rapport de force que vous imaginez, ô combien défavorable aux travailleurs. Ce n'est pas une discussion libre qui a lieu là, quand on a peur de perdre son emploi. Eh bien, tout sera renversé au profit d'accords micro-locaux. Voilà pourquoi c'est exceptionnellement grave et compliqué à expliquer. 18 millions de personnes vont voir leur situation juridique dans l'entreprise transformée dans 3 millions d'entreprises. C'est un événement d'une ampleur immense. Il est difficile de l'expliquer. Voilà pourquoi nous convoquons des rassemblements de cette sorte, pour que le plus grand nombre d'entre vous se saisissent de l'affaire, l'étudient, la comprennent et l'expliquent aux autres. Nous sommes à nous-mêmes notre premier média. C'est de nous, vous autres tous qui êtes là, que tout dépend. Dès lors que nous avons tenu la tranchée, c'est votre tour maintenant d'aller à la rencontre des autres pour leur dire il se passe quelque chose de grave. Ce président de la République vous a roulé dans la farine. Il est comme les autres. Non, il est pire que les autres. Et maintenant, écoutez ça. Une fois que vous arrivez dans l'entreprise, où paraît-il vous allez mener ce dialogue social délicieux que tout le monde sait qu'il s'y passe. Eh bien là, vous aviez des institutions représentatives du personnel, mes amis. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, car cela aussi, il faut que tous vous le sachiez. Et parmi ces institutions représentatives du personnel, il y a les comités d'hygiène et sécurité des conditions de travail, le CHST. Oh, ça paraît très lointain, comprenez. C'est une affaire extraordinaire. L'idée de ces comités a commencé en 1929. Il a fallu attendre la libération pour qu'il soit généralisé. Il a fallu attendre 1991 pour que ces comités aient le droit d'aller en justice
lorsque les conditions de travail mettaient en danger ou bien les travailleurs, ou bien l'environnement. 1991, ce sont des choses récentes. Tout cela aussi va être rayé d'un trait de plume, car ces comités vont être dissous et regroupés en un seul, avec les autres. Alors on vous dit, ça rend les choses plus simples. Mais qui êtes-vous pour oser dire qu'on va rendre plus simple des institutions qui sont le résultat de ceux qui vous ont précédés et qui y ont réfléchi avant vous et dans des conditions autrement tendues que celles d'aujourd'hui? Si alors ils ont décidé qu'il en fallait 4 de ces institutions, c'est bien parce que ceux qui les ont créées savaient qu'il y en avait besoin de 4. Et qui êtes-vous, ministre du Travail, président de circonstance, pour oser dire que tout ceci n'a pas lieu d'être? Je vais vous en faire la démonstration à cet instant. Si vous regroupez dans un même comité, ceux qui ici sont des syndicalistes le savent, quand vous mettez à l'ordre du jour ces négociations annuelles, par exemple sur les salaires, l'ordre du jour ça peut être une demi-journée ou une journée. Quand vous mettrez les sujets de ces 4 comités dans le même, croyez-vous que l'entreprise va s'arrêter pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours comme un parlement et traiter de tous les sujets? Bien sûr que non. Évidemment, qu'est-ce qui passera après le reste? L'hygiène et la sécurité. Mais le bilan, nous le connaissons déjà. Les accidents et les maladies au travail vont se développant. 545 morts par an sur le poste de travail. 1200 personnes par an qui décèdent de maladies professionnelles. Sans les comités d'hygiène et sécurité, l'affaire de l'amiante n'aurait jamais éclaté. 100 000 personnes vont en mourir. Ce sont des sujets sérieux. Ce sont des sujets très sérieux. Les morts nous manquent. Écoutez-moi les gens. Si vous mettez dans une même négociation, par exemple, ce jour-là, l'augmentation de salaire et l'amélioration des conditions de sécurité, vous avez tous vécu ici, vous savez bien comment ça va se passer. On leur dira, bon écoutez, hein, vous nous saoulez pas trop avec la sécurité parce qu'il faudrait changer la machine ou il faut changer le produit et on n'a pas le temps. Allez, bon, allez-y, on mettra une prime. Il faut que les questions d'hygiène, de sécurité, de conditions de vie au travail soient traitées distinctement de toutes les autres et sous la pression d'aucune autre considération que l'intérêt et la vie des travailleurs. Quand je dis les travailleurs, ne croyez pas que je parle seulement de ceux qui sont dans la sidérurgie. Je parle aussi de ceux qui sont au bureau. Car ceux qui sont au bureau ont tous les problèmes, des difficultés de l'ergonomie, de l'air qu'ils respirent, des conditions dans lesquelles ils travaillent. Il ne faudrait pas croire qu'ils se reposent au bureau, parce que pour se reposer, c'est les congés payés, c'est pas le bureau. Alors, voilà ce dont nous avons discuté. Premièrement, tout se passe dans l'entreprise et c'est plus la loi. Deuxièmement, quand vous arrivez dans l'entreprise, la représentation du personnel est amoindrie, affaiblie, si bien que vous arrivez à la relation dont eux rêvent. Et ils nous regardent avec stupeur quand on argumente comme on le fait. Et ils nous disent, mais quoi? Alors, comment vous osez dire que chaque personne n'est pas capable de négocier? Oui, nous osons dire que chaque personne n'est pas capable de négocier. Nous sommes capables, comme nous sommes en nombre, en force, parce qu'il ne s'est jamais produit une seule fois qu'un seul de ceux qui nous dominent nous ait jamais rien cédé, autrement que de vive force et par mobilisation et manifestation. Nous ne croyons pas que la société soit faite seulement d'individus. Bien sûr qu'elle est faite d'individus, et c'est nous qui les défendons à cet instant, quand nous pensons à leur santé, quand nous pensons à leur repos, quand nous parlons de leur paye. Mais nous croyons que c'est l'organisation collective qui rétablit l'équilibre entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui n'ont que leur force de travail, de haut niveau de qualification à vendre. Oui, voilà, le rapport est déséquilibré et la loi permet l'équilibre. Nous pourrions citer, reciter cette phrase si juste que ce soit Cicéron ou Lacordaire, peu importe, entre le faible et le fort, entre le riche et le pauvre. C'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège et promeut. C'est la loi
républicains que vous êtes, la loi, parce que la loi, nous en délivrerons tous. Et je vous dis bien droit dans les yeux, je ne suis pas d'accord avec la prétendue république contractuelle dont se réclame Monsieur le Président de la République. La République n'est pas un contrat, car le contrat est une négociation de gré à gré dans l'état de rapport de force, tandis que la loi s'applique à tous et elle est prise sous la bannière de l'intérêt général et non pas de l'addition des intérêts particuliers. L'intérêt général, la loi, voilà vous autres, républicains, ce que vous avez dans le cœur et ce que nous défendons. Nous ne croyons pas à leur république contractuelle. Et même mieux, nous ne voulons pas de ce type de rapport où chacun est une chose dans les mains du plus puissant. Voilà. Voilà, citoyennes, citoyens, pourquoi nous vous avons appelé une nouvelle fois à vous rassembler au pied de l'image de la République? C'est qu'il y a grand danger, et que dans ce grand danger, enfumé par des mots, entortillés par des postures, les braves gens qui au point de départ font plutôt confiance, se disent que sans doute tout ça a été pensé au bout du bout pour le bien commun, et que ces gens qui sont à la République, ces députés de la France insoumise, et ce Mélenchon, sont des exagérés. Oh, il en faut pour maintenir quand même un peu allumé la flamme. Non, nous sommes en train de défendre le bien commun, l'ordre public social construit dans nos luttes. Mesdames et messieurs, entendez ça. Il n'y a pas un patron d'entreprise qui soit d'accord ou qui ait demandé que pour mieux embaucher, on facilite le licenciement. À part quelques grands patrons de très grandes entreprises, pour qui le problème n'est pas d'embaucher, mais de pouvoir licencier aussitôt qu'ils le veulent, parce que pour eux, la masse salariale est la masse d'ajustement des coûts dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que les process de production pour les entreprises de très haut niveau sont semblables. Parce que les machines qu'il faut sans cesse renouveler coûtent. Alors, la seule variable d'ajustement qui leur reste, c'est le prix du travail. Et c'est pourquoi ils doivent à tout prix le faire baisser. Ils pensent que c'est là qu'ils vont faire les marges qui leur permet de consoler les actionnaires en leur distribuant des dividendes de plus en plus considérables, puisque ceux-ci ne vont que là où on ne peut accumuler le plus. Il y a une logique de système. Nous ne sommes pas dans un rapport où les uns seraient méchants par nature et les autres bons par nature. Ce sont des visions du monde, des systèmes, des intérêts qui s'opposent. Le système auquel nous nous affrontons a un nom et il faut être capable de le prononcer en toutes lettres. Ça s'appelle le capitalisme. Et c'est ce que nous combattons. Et nous n'avons pas honte de le dire. Nous n'avons pas peur. Nous pouvons faire la démonstration à tout instant que ce capitalisme-là conduit à la fin de la République et de la démocratie. Nous pouvons faire à tout instant la démonstration que ce capitalisme-là détruit la nature, épuise les êtres humains, saccage la biodiversité. Voilà le bilan de cet ordre du monde. C'est eux qui sont déraisonnables et nous qui avons la raison de notre côté. Écoutez, je vais vous donner un dernier exemple pour que vous compreniez dans quelle ambiance on travaille. C'est cette histoire de prud'homme. Oh, on peut dire que c'est secondaire. Non, ça ne l'est pas. Que se passe-t-il? On vous l'a dit, dorénavant, quand vous allez au prud'homme, vous n'allez pas au prud'homme pour vous promener. Quand vous y allez, c'est que déjà vous avez surmonté la bagarre dans la boîte, que vous vous êtes déjà bien enguirlandé, que vous avez été licencié. Et si vous allez au prud'homme, c'est parce que vous pensez que votre licenciement est abusif. Sinon, vous n'allez pas au prud'homme, ça s'appelle la rupture conventionnelle. Moi, je suis contre, mais ça existe. Si vous allez au prud'homme, et s'il y a jugement, c'est parce qu'il y a accusation, n'est-ce pas? Et il y a donc accusation concernant un délit qui aurait été commis, c'est-à-dire un licenciement abusif. Abusif! On n'est pas en train de parler de licenciement en général. Personne ne va au prud'homme à propos d'un licenciement, ou des fois seulement.
la plupart des licenciements se gèrent directement. On ne va pas au prud'homme, donc si on y va, c'est parce qu'on considère que le licenciement est abusif. Et s'il y a une condamnation, c'est parce que les juges ont reconnu que ce licenciement était abusif, illégal, contraire à la loi. Au meurt son temps incroyable. Dans cet hémicycle, on a décidé que pour qu'il n'ait pas peur et qu'il se rassure, on allait plafonner l'indemnité. Vous avez bien compris. Ça veut dire que dans les... Et alors évidemment, vous sort toujours le petit entrepreneur, mais c'est pas le sujet. On dit des fois, il a pu se tromper. Non, s'il s'est trompé, il ne sera pas condamné pour licenciement abusif. On lui dira, vous vous êtes trompé. S'il est condamné pour licenciement abusif, c'est parce qu'il a violé la loi. Tous les patrons ne violent pas la loi. Eh bien, quand vous êtes dans l'Assemblée nationale, on a l'impression que dès que vous parlez d'un, c'est tout ce que vous mettez en cause. Ils sont là et disent, comment osez-vous parler comme ça du patronat? Mais on ne parle pas du patronat, des petites entreprises dont ils ne cessent de nous rebattre les oreilles. Nous vous parlons de ceux qui sont des délinquants. Depuis quand faut-il rassurer les délinquants pour empêcher le crime? Depuis quand? Eh bien, c'est ce qu'ils viennent de faire. Les mêmes qui nous font des grands numéros sur la sécurité, le respect de la loi et le reste. Sauf là. Donc, si vous mettez un prix maximum aux indemnités, ou plus exactement aux dommages et intérêts, si vous les plafonnez, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous dites juste que ça coûtera un licenciement abusif. Et quand vous êtes une grande entreprise, vous le rendez prévisionnel. Celui-là, je le fous dehors, ça ne coûtera pas plus de temps. Même si je n'ai rien respecté du tout, et qu'il aille au diable s'il n'est pas content, on se retrouvera au prud'homme. Et au prud'homme, ça prendra 29 mois avant que ce soit jugé. Voilà ce qu'ils viennent de décider. C'est-à-dire qu'il y aura dorénavant une autorisation préalable de licenciement abusif qui est donnée à ceux qui veulent violer la loi. Je n'ai pris qu'un exemple. Mais cela fait des heures qu'un par un nous les prenons, ces exemples, pour reparler de ce qu'est la vie de tous les jours des gens et de cette tromperie qui consiste à chaque fois à faire comme si le vrai problème de l'emploi, c'était les salariés. Figurez-vous qu'ils y croient. Ces gens sont dans la doctrine libérale. Ils pensent que si on peut licencier comme on veut, alors quand ça va mieux, on embauche comme on veut. Et si on a fait baisser le prix du travail, alors les gens seront embauchés en très grand nombre. Pas un entrepreneur sérieux ne vous dira une chose pareille. Pas un patron de petite entreprise ne vous dira la chose qui m'importe, c'est de pouvoir foutre tout le monde dehors, facilement. Il va dire la chose qui m'importe, c'est que premièrement, les donneurs d'ordre ne sont responsables de rien, c'est nous qui prenons toutes les responsabilités. Il va vous dire, les grandes boîtes ne paient pas dans les délais justes et nécessaires pour que les petites entreprises puissent avoir leur trésorerie. Il va vous dire, il n'y a pas assez de gens qui achètent. Et s'il n'y a pas assez de gens qui achètent, c'est parce que le pouvoir d'achat s'est retiré des mains des milieux populaires. Ce pays n'a jamais autant accumulé de richesses. Si cette richesse circulait dans vos poches et dans vos mains, vous la consacreriez à des achats utiles pour votre famille, à des achats nécessaires, eh bien tout tournerait, les entreprises reprendraient du souffle. La solution, on l'a dit tout à l'heure, elle est dans le partage du travail, mais elle est en remplissant les carnets de commandes. Et si nous voulons le faire d'une manière qui n'est pas irresponsable, comme nous l'avons pu le faire dans le passé, si nous voulons que cela soit écologiquement soutenable, parce que la crise écologique est commencée et que ce n'est pas une crise comme les autres, c'est une crise dont on ne reviendra pas si on ne fait rien. Eh bien, c'est le moment de faire. Et alors, ce seront des milliers, des millions d'heures de travail. Et ce n'est rien que de les financer. Ce n'est rien. Ayez confiance en vous-même, les gens. Nous pouvons vivre autrement que comme vous êtes en train de vivre. Ce monde est beau. Ce monde mérite qu'on s'en occupe. Et nous pouvons le rendre encore plus beau par notre travail, l'amour que nous mettrons à la tâche et entre nous. Ce monde de fraternité où chacun n'est pas l'ennemi de tous les autres et où tout le monde n'est pas regardé comme un concurrent par chacun. C'est ce monde-là que nous portons en nous. C'est pourquoi aujourd'hui, alors qu'on est déjà bien avancé dans le début du mois de juillet, il y a plus de 100 rassemblements comme celui-ci. Et je vous dis que nous allons y passer l'été, nous autres de la France insoumise. Déjà, il y a les caravanes qui vont dans les quartiers. En août, il y aura la caravane nationale.
Et au mois de septembre, bien sûr, nous allons donner le coup de main aux syndicats s'ils le demandent. Mais nous aurons nos propres marches qui auront lieu en appelant tous ces gens qui aujourd'hui, n'étant pas dans l'entreprise, doivent néanmoins être appelés à participer au combat et à y prendre leur place. Jeunes gens, c'est votre devoir de le faire. Si vous êtes en train de faire des études, songez aux sacrifices qui ont été consentis par les générations auparavant pour que vous puissiez faire ces études aujourd'hui. Quand vous avez des diplômes, aujourd'hui ces diplômes, dans les conventions collectives, ils sont mis en face d'un salaire. Parce qu'il y a des conventions collectives et que la convention collective s'impose à chaque entreprise. Et la loi étend à tous les travailleurs le bénéfice de la convention d'entreprise. Voilà pourquoi en France, alors que nous sommes moins syndiqués qu'ailleurs d'autres pays, 90% des salariés sont couverts par des conventions collectives grâce à la loi. Eh bien vous autres jeunes gens, vos diplômes seront expulsés des conventions collectives pour la raison qu'il suffit, même quand il y a un accord de branche, qu'une seule entreprise dise qu'elle ne veut pas de cet accord pour que ça ne s'applique pas. Dès lors, c'est toute la construction de la République sociale qui est en cause. La République, d'une part, la loi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais la formation qui permet, en s'améliorant par son intelligence, son travail, le mal qu'on se donne à apprendre, ensuite à se rendre plus utile parce qu'on est plus qualifié et pouvoir tenir des postes de travail très avancés techniquement pour le bienfait du travail et de la société, mais aussi pour le bienfait personnel. Qu'est-ce qu'une société où l'on ne reconnaîtrait plus la valeur du dévouement de chacun et où vous seriez estimé comme ça à la tête du client par celui qui vous embauche? Pensez-y, c'est ça qui est en cause en ce moment. Voilà pourquoi nous allons continuer, nous autres, jusqu'à jeudi soir. Vous savez, on est convoqués, on ne nous dit pas jusqu'à quand. Si bien que nous voilà à faire notre part. Mais je conclus en vous disant ça. Je vous appelle à une forme d'insurrection morale. Ne vous résignez pas, ne laissez pas faire. Expliquez, résistez. Mais il faut qu'ils voient que ce pays est fait de rebelles, qu'ils ne se laissent pas faire, que la République sociale est notre bien commun. La vie en société, il était, alors que s'est-il passé, un nouveau ministre de l'économie. Tu dois de faire progresser le dialogue social. Dans les 5 ans à venir, le plus important, c'est que notre mouvement continue. C'est très important que notre mouvement se noie pas comme les partis politiques actuels qui aujourd'hui sont désavoués par la population. Les gens ne veulent plus des partis politiques traditionnels, ils veulent des mouvements plutôt ouverts, libres, tournés vers la population. Et ça, c'est le plus important, c'est garder la France insoumise aujourd'hui telle qu'elle est, en s'imprégnant dans les quartiers populaires, allant militer là où il faut défendre les causes importantes aujourd'hui autour de l'humain. Et pour ça, on a besoin d'un mouvement qui soit ouvert. Et donc, ça va être le plus important dans les 5 années à venir. Il est minoritaire à l'Assemblée, oui. Est-ce qu'il est minoritaire dans les esprits? Je ne sais pas. Est-ce que les gens ont le temps et la disponibilité d'esprit eu égard aux difficultés de l'existence, les enfants, le travail, le chômage, les études, de comprendre réellement l'enjeu de cette réforme? J'en sais rien. Moi, je m'y intéresse, mais je ne ferai pas de procès. Je ne suis pas procureur de la République, hein, je suis un citoyen comme un autre. Mais voilà, il n'est pas question de contester la légitimité des élus de La République En Marche. Ils sont élus, ils sont élus. Voilà. On peut quand même constater qu'il y a 50% d'abstention et que donc il manque du monde. Il manque du monde. Voilà. Bon, alors on va nous dire que tout ça a été énoncé dans le programme du candidat Macron. Mais voilà, la démocratie, c'est pas uniquement l'élection du président de la République. La démocratie, c'est les syndicats, c'est la presse, c'est la parole citoyenne. La démocratie, elle est partout. Elle se range pas dans un tiroir quand l'élection est terminée, quoi. Mélenchon, il apporte beaucoup au mouvement insoumis, hein, parce que il a une façon de parler, une présence, etc. Parfois, peut-être,
on pourrait espérer qu'il soit un peu plus discret. Bon. Mais moi j'aime bien Mélenchon, avec ses qualités et ses défauts. Moi je pense que c'est un axe très important du mouvement insoumis, mais il faut maintenant que des jeunes insoumis, mais il y en a apparemment, on les voit à l'Assemblée nationale, des jeunes députés, qui prennent le relais, qui sont très, très doués et qui parlent très bien, et je pense que ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Enfin, je pense qu'avec Macron, il aurait fait passer sa loi, peu importe qui était majoritaire à l'Assemblée. Et donc finalement, la seule chose, c'est se battre jusqu'au bout et tout faire en sorte, ici dans la rue, plus que dans l'Assemblée, faire en sorte que, de se battre contre cette loi travail et sur les autres projets sur lesquels on est opposé à venir. Personne n'avait prévu de rendez-vous, donc on s'est dit qu'on était légitime pour le faire, de ne pas laisser passer l'été sans mobilisation au moment où on va voter ces ordonnances. Voilà. Et en même temps, c'est un travail d'éducation populaire. Vous avez vu, on se relaye, on essaye d'expliquer la loi, d'expliquer ce que nous ferions si nous gouvernions, et puis en comptant que tout ce travail accumulé cet été nous serve à la rentrée pour mobiliser plus largement, et également être derrière les syndicats qui le font. J'espère que beaucoup de syndicats rejoindront l'appel de la CGT, mais rien ne dit que France Insoumise ne prenne pas aussi, puisque nous défendons l'intérêt général, des initiatives. On verra. En tout cas, on fera tout pour se battre mètre après mètre contre cette loi. Je vous rappelle qu'il passe au gouvernement le 23 septembre et qu'il revient devant l'Assemblée. Donc rien n'est perdu, il faut se battre. Entre la droite qui fait des grandes phrases et qui s'abstient, entre le Parti socialiste qui se sépare entre quelques comptes abstentionnistes et pour, bon, il n'y a que nous qui remettons en réalité les choix macroéconomiques de ce gouvernement, et je le constate tous les jours. Donc oui, nous sommes l'opposition écologique et sociale à ce gouvernement et nous allons l'assumer. Moi, dans ma ville à Amiens, il y a la suppression de 70 postes chez Auchan. C'est 870 postes au niveau national, donc c'est un gros plan social. Dans une entreprise qui fait 14% de bénéfices, qui a vu ses dividendes augmenter ce printemps de 75%. C'est la famille Mullier, 26 milliards d'euros, troisième fortune française me semble-t-il, et qui en plus met un paquet de son pognon en Belgique pour optimisation fiscale et tout ça. On a le rapporteur de la commission des lois qui est un ancien DRH de Auchan, ancien jusqu'à là. Hein. Bon, je veux dire, normalement, la question, l'urgence, ça serait de se demander comment on fait pour éviter qu'il y ait des plans sociaux dans des boîtes qui se portent très bien. Mais tu poses cette question-là, tu la reposes, tu la re-reposes, et on te répond juste prud'homme, on te répond télé pour porter plainte. Mais ça n'a aucun lien avec les cas urgents qu'on a à traiter. Aujourd'hui, quelle est la première cause de faillite des petites entreprises? Ce sont les retards de paiement, et notamment les retards de paiement des grands groupes. Ça provoque 25% des faillites des PME. Si jamais on est pragmatique, la première question qu'on se pose, c'est comment on résout ça. C'est pas comment, à partir de quel seuil, on a un comité d'hygiène et de sécurité. Non, finalement, on va le fondre avec les autres instances du personnel et tout ça. Je veux dire, ça m'étonnerait que dans leur porte-à-porte, les militants d'En Marche, quand ils tapaient à la porte des Français, ils ouvraient la porte et les mecs ils leur disaient moi ce que je veux c'est la fusion des instances représentatives du personnel, tu vois. Ou alors c'est à mon avis un porte-à-porte très particulier qu'ils ont fait peut-être auprès des dirigeants du CAC 40. De toute façon on sait que le rapport de force il n'est pas en notre faveur à l'Assemblée nationale. Moi j'ai fait campagne avec 2 slogans, ils ont l'argent, on a les gens, un banquier à l'Élysée, le peuple à l'Assemblée, donc je sais que de toute façon s'il y a quelque chose qui se passe, ça sera le rapport de force, il sera dans la rue, il ne sera pas à l'Assemblée. Nous si on peut semer des graines, faire un travail d'explication, parce qu'on poste des vidéos, parce que du coup on vous parle aujourd'hui, parce qu'on fait tout ça, c'est une manière d'être un levain pour que derrière il y ait quelque chose qui se passe. Mais on ne peut que être le levain, et derrière ce seront les citoyens, ce seront les syndicats, ce seront les associations, ce seront des collectifs comme on veut mieux que ça, qui feront le boulot du boulot, j'espère. Juste à la fermeture,